téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Je vous invite à la suivre jusqu'à son terme. Commençons tout de suite par les actualités politiques où le député d'Arivunmam, Antoine Radirsan, défie les autorités exécutives. En réaction à la levée de son immunité parlementaire par l'Assemblée nationale, l'élu a réuni aujourd'hui ses partisans à Manala Lund. « Vous êtes ma véritable immunité », a-t-il déclaré à l'adresse de la population venue le soutenir. Reportage. Voici la réponse adressée par le député Antoine Radirsan aux dirigeants actuels et plus particulièrement à Fanirsou Irnev et à son équipe. Démonstration de force ou manifestation de soutien selon les observateurs. C'est à Manala Lund que le parlementaire a rassemblé ses sympathisants lors d'un événement diffusé en direct sur Facebook par son équipe. Au cours de son intervention, l'élu a affirmé ne craindre aucune pression. Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, le bureau permanent de l'Assemblée nationale a décidé de lever l'immunité parlementaire du député d'Arivunmam. D'après les déclarations du ministre de la Justice, il fait l'objet d'accusations portant notamment sur le blanchiment de capitaux et la présumée préparation d'actions susceptibles de troubler l'ordre public. Toujours du côté de l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances rectificative 2026 introduit plusieurs changements fiscaux importants à Madagascar. Entre retour de taxes sur le riz de luxe, hausse sur les carburants et nouvelle taxation de la friperie, ces mesures visent à augmenter les recettes de l'État à 527 milliards d'ariars. Reportage. L'État cherche à obtenir 527 milliards d'ariars de recettes fiscales supplémentaires en 2026. 135 milliards d'ariars grâce à de nouvelles mesures fiscales, 392 milliards d'ariars grâce au renforcement du contrôle fiscal et du recouvrement selon le projet de loi de finances rectificative. Le riz de luxe, longtemps exonéré, revient dans le champ fiscal. Désormais, les importations de riz haut de gamme sont soumises à 20% des droits de douane et 20% de TVA. Sont concernés les riz basmati, jasmin, thaï, camolino, ainsi que d'autres variétés dites de luxe. Autre mesure importante, le pétrole lampant. Jusqu'ici exonéré de TVA, il est désormais taxé à 20%. Une décision qui pourrait impacter les ménages utilisant encore cette source d'énergie. Dans le secteur des carburants, le gasoil est également concerné. La taxe parafiscale passe de 228 à 285 ariars par litre, soit une hausse d'environ 57 ariars. Une augmentation qui pourrait se répercuter sur les coûts de transport et les prix des produits de consommation. La friperie, très présente dans les habitudes de consommation, n'échappe pas à cette réforme. Les vêtements de seconde main importés seront désormais soumis à une taxe de 10%. Ce projet de loi de finances rectificative est actuellement entre les mains des députés et sera prochainement examiné en séance plénière. Les jeunes ne doivent pas être de simples bénéficiaires des actions de lutte contre la corruption, mais devenir de véritables acteurs de ce combat. C'est ce qu'a souligné le secrétaire exécutif du CSI. Cette vision est à l'origine du projet d'éducation des jeunes à la lutte contre la corruption dès le milieu scolaire, dont la convention a été signée mardi dernier au siège du Bianco. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2025-2030. Le projet a réuni les principaux acteurs du système malagasy de lutte contre la corruption, des représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, le monde universitaire, des organisations de la société civile, ainsi que des associations de jeunes. L'objectif est de placer les jeunes au cœur de la promotion de l'intégrité et des valeurs de bonne gouvernance. Parmi les objectifs annoncés figure la sensibilisation de plus de 4000 étudiants universitaires à travers le pays. Dans le domaine de l'éducation, à 10 jours de l'examen du CEPE, les élèves de la classe de 7e poursuivent la révision des matières telles que les problèmes et le calcul. À la maison également, ils consacrent en moyenne 2 heures par jour aux révisions. Reportage sur les images de Yves Janel. Les élèves de la classe de 7e se disent prêts à affronter l'examen du CEPE.
Toutefois, certaines matières restent encore difficiles à maîtriser pour quelques-uns d'entre eux. C'est le problème. Et quoi dans le problème? C'est avec le calcul, il a des jauges. Et tu fais comment à la maison pour réviser? Avec mon père et ma mère, ils me regardent toujours et ils me surveillent. Ils ne se contentent pas des révisions effectuées à l'école, mais poursuivent leur préparation chez eux sous la supervision de leurs parents. Quelquefois, je m'isole, je reste dans mon lit pour réviser. Peut-être 1 heure ou 1h30 à peu près. Quelquefois du TFM ou SVT ou même géographie. À l'école, les élèves sont également entraînés à remplir les feuilles d'examen et reçoivent les dernières consignes. Un accent particulier est mis sur le renforcement des révisions concernant les matières jugées les plus difficiles. L'objectif est d'atteindre un taux de réussite de 100%. Au total, 23 élèves de cet établissement passeront l'examen du CEPE le mardi 16 juin. La distribution des convocations est prévue pour la semaine prochaine. Toujours dans le domaine de l'éducation, selon le calendrier publié aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale, l'année scolaire 2026-2027 débutera le 7 septembre 2026 pour se terminer le 1er juillet 2027. Reportage. La première période de l'année scolaire 2026-2027 s'étendra du 7 septembre au 30 octobre. Les élèves bénéficieront ensuite d'une première pause correspondant aux vacances de la Toussaint du 31 octobre au 8 novembre. La deuxième période se déroulera du 9 novembre au 23 décembre. Les vacances de Noël auront lieu du 24 décembre au 3 janvier. La troisième période s'étendra du 4 janvier au 26 février 2027. Les journées des écoles se tiendront les 24, 25 et 26 février. La quatrième période est prévue du 1er mars au 30 avril 2027. Les vacances de Pâques se dérouleront du 25 mars au 4 avril. Une autre période de congé est programmée du 1er au 9 mai 2027, avant le début de la cinquième et dernière période qui s'étendra du 10 mai au 30 juin 2027. Concernant les examens officiels de l'année scolaire 2026-2027, les épreuves du CEPE sont fixées au 15 juin, tandis que celles du BEPC se dérouleront du 5 au 8 juillet. Le smartphone fait désormais partie intégrante du quotidien de la population. Travail, communication, divertissement, nombreux sont ceux qui ne s'en séparent presque jamais jusqu'au moment de coucher. Mais quels peuvent être les effets d'une utilisation excessive, notamment chez les enfants? Réponse dans ce reportage sur les images de Yves Chanel. À l'arrêt de bus, dans la rue ou même à table pour certains, le regard reste souvent rivé sur l'écran du téléphone portable. Au fil des années, le smartphone est devenu un outil difficilement contournable. Selon les statistiques internationales, chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans, près de la moitié du temps passé sur smartphone est consacré aux réseaux sociaux. Environ 20% sont dédiés au visionnage de vidéos, 15% à la messagerie instantanée, 10% aux jeux et seulement 5% à l'apprentissage et aux activités éducatives. Chez les adultes, entre 35 et 45% de l'utilisation concerne les réseaux sociaux, 15 à 20% à la messagerie, 20 à 25% les vidéos et autres divertissements, 10 à 15% la consultation de l'actualité et 2 à 5% les achats en ligne. Pour les enfants, les spécialistes recommandent toutefois de limiter le temps d'exposition aux écrans. Une utilisation excessive peut avoir des répercussions sur la concentration, le sommeil, les résultats scolaires, ainsi que sur les interactions sociales. Les experts rappellent néanmoins que le smartphone n'est pas uniquement source de risques. Utilisé de manière encadrée et raisonnable, il constitue également un outil précieux d'apprentissage et d'ouverture sur le monde. Cours en ligne, recherche de documentaires, applications éducatives et développement des compétences numériques figurent parmi les nombreux avantages qu'offrent ces technologies.
L'enjeu réside donc dans l'équilibre. Profiter des opportunités offertes par le numérique tout en maîtrisant le temps consacré aux écrans, particulièrement chez les plus jeunes. Et l'intelligence artificielle s'impose progressivement dans l'univers du cinéma et transforme les méthodes de production ainsi que les processus de création. Si certains y voient un outil capable de réduire les coûts et d'accélérer le travail, d'autres s'inquiètent de ses conséquences sur l'emploi et la création artistique. À Madagascar, où les budgets de production sont souvent limités, l'IA représente-t-elle une solution d'avenir ou une menace pour les professionnels du cinéma? Réponse dans ce reportage. Dans le secteur du cinéma, l'intelligence artificielle peut contribuer à l'écriture de scénarios, à la création d'effets visuels, au montage vidéo, ainsi qu'à la génération de voix et de personnages virtuels. Pour les producteurs, elle constitue un outil susceptible de réduire le temps de travail et les coûts de production. L'avantage, c'est que le travail avance plus rapidement. L'IA peut également apporter des idées et aider lorsque les délais sont serrés. Toutefois, certaines étapes essentielles ne peuvent pas être entièrement assurées par l'intelligence artificielle, notamment la pré-production, le repérage des lieux de tournage ou encore l'organisation des différentes étapes logistiques d'un projet. Plusieurs productions étrangères ont déjà été réalisées en grande partie grâce à l'IA. C'est notamment le cas de Dreams of Violet, un court-métrage évoquant les violences en Iran. Les personnages n'étaient pas interprétés par des acteurs réels et aucune caméra n'a été utilisée pour sa réalisation. Son coût de production, $2000, aurait été largement inférieur à celui d'un tournage traditionnel. Pourtant, derrière cette œuvre se trouvaient toujours des créateurs humains, Ash et Poya, les auteurs du projet. Une preuve que l'IA reste un outil au service de l'homme. Personnellement, je pense que l'inspiration humaine reste irremplaçable. L'IA est un outil facultatif. Si l'on dépend entièrement de l'IA, il serait difficile de produire des œuvres de qualité. Du côté des acteurs, l'arrivée de l'intelligence artificielle suscite également des inquiétudes. Certains craignent que la technologie ne finisse par concurrencer les artistes et ne dévalorise leur métier. Selon eux, l'IA ne peut pas reproduire avec authenticité les émotions humaines qui constituent l'essence même du jeu d'acteur. Par exemple, lorsqu'un personnage doit exprimer la joie, la tristesse ou la colère, l'émotion humaine reste difficile à reproduire. Or, c'est précisément ce que fait la force du cinéma. À Madagascar, où le manque de financement demeure un frein majeur à la production cinématographique, l'intelligence artificielle pourrait permettre de réaliser davantage de projets à moindre coût. Une question reste toutefois en suspens. Le public sera-t-il prêt à accepter les films largement produits grâce à l'IA? À ce jour, Madagascar compte 98 maisons de production cinématographique. Et côté sport, fin de parcours pour les Ankwai de Madagascar lors de la Coupe du Monde FIBA 3-3 opposés à la France en match de play-in hier soir. Les champions d'Afrique se sont inclinés sur le score de 16-10. Face à une équipe française solide et expérimentée, les Malagasy composés d'Elir Ndjamapioun, Marco Rakotvau, Anthony Rasulman et Arnold Souljain ont eu du mal à imposer leur rythme. Les Bleus ont rapidement pris l'avantage avant de gérer la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Malgré cette élimination, les Ankwai quittent la compétition avec les honneurs après avoir marqué les esprits durant le tournoi, notamment grâce à leur victoire historique face à l'Espagne, championne du monde en titre. Enchaînant par les actualités internationales, les gardiens de révolution iraniens ont annoncé samedi avoir attaqué des bases ennemies dans la région après des bombardements américains sur des installations de radars en Iran. France 24. La libre circulation dans le détroit d'Ormuz à l'origine d'une nouvelle escalade entre l'Iran et les États-Unis. Les Américains dénoncent une agression iranienne malgré le cessez-le-feu.
Les forces du commandement central ont abattu 4 drones d'attaque unidirectionnels iraniens qui avaient été lancés en direction du détroit d'Ormuz. Ces attaques représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime régional. Peu après, l'armée américaine publie ces images, des frappes contre des installations de radars sur les côtes iraniennes, à Gorouk et sur l'île de Keshm. Des bombardements justifiés comme une manœuvre de défense. En guise de riposte, des missiles iraniens dans le ciel du Koweït et de Bahreïn, 2 pays qui hébergent d'importantes bases américaines dans le Golfe. Une attaque immédiatement revendiquée par les gardiens de la Révolution. Des bases ennemies dans la région ont été touchées par des missiles aériens. Selon l'armée américaine, 6 missiles iraniens sur 7 ont été interceptés et le dernier n'a pas touché sa cible. Ce mercredi, le Koweït était déjà visé par des bombardements faisant 1 mort et 63 blessés, la première attaque mortelle depuis le cessez-le-feu. Le mondial 2026, le plus important de l'histoire, avec 48 équipes engagées, se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait annoncé en mars un tout premier spectacle à la mi-temps d'une finale de la Coupe du Monde, sans dire à l'époque qui se produirait. France 24. Ils ne seront plus les seuls à l'honneur. Pendant les hymnes nouveautés cette année, les remplaçants quittent le banc de touche. Les 2 effectifs se rassembleront autour de la banderole placée au centre du terrain pour les hymnes nationaux, afin que chacun d'entre eux, et pas uniquement les titulaires, puisse vivre toute l'émotion et la fierté de représenter son pays. Au niveau des cérémonies, autre changement cette fois-ci pour la finale. La mi-temps aura un spectacle à la manière du Super Bowl américain. Cette Coupe du Monde introduit aussi plusieurs nouvelles règles d'arbitrage. Terminez les joueurs qui traînent leurs crampons pour sortir lors d'un changement. À présent, ils auront 10 secondes. Passé cette limite, le remplaçant devra patienter jusqu'à l'arrêt de jeu suivant. Un compte à rebours de 5 secondes sera aussi mis en place pour effectuer une touche ou un 6 mètres. Des pauses fraîcheurs de 3 minutes deviennent obligatoires, peu importe la météo, à chaque milieu de mi-temps. Le champ d'intervention de l'assistance vidéo évolue aussi. Elle pourra être déclenchée après un corner accordé à tort. Les cartons jaunes seront effacés après les matchs de poule et après les quarts de finale pour éviter un trop grand nombre de suspensions. Enfin, les joueurs ne pourront plus se couvrir la bouche lors d'une conversation avec un adversaire sous peine d'écoper d'un carton rouge. Même sanction pour tout joueur quittant le terrain en signe de protestation contre une décision arbitrale. 48 équipes, 104 matchs et 7 millions de billets. Ce sont les chiffres clés de la Coupe du Monde de football 2026 qui se déroulera du 11 au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. France 24. À quelques jours de la Coupe du Monde, la fièvre du ballon rond touche le monde entier et tout le règne animal. Dans ce zoo de Guadalajara au Mexique, on se livre au jeu des pronostics dans les enclos. Gorilles, girafes, pumas et même perroquets ont livré leurs prédictions. Les premiers animaux qui ont participé à cette activité sont les femelles éléphants. Elles devaient choisir entre le Mexique et l'Afrique du Sud et elles ont prédit que le Mexique l'emporterait. Ensuite, on est passé à nos gorilles. Ils ont décidé qu'entre l'Espagne et l'Uruguay, le vainqueur serait l'Uruguay. Guadalajara accueille 4 matchs du mondial. Il était donc logique pour les responsables du zoo d'organiser un événement autour du football. Pas de boules de cristal pour les animaux, mais de la nourriture disposée dans des boîtes aux couleurs des différentes sélections. Vainqueurs ou pas, certains ont du flair, à l'image de ces capybaras. Les capybaras étaient indécis. Du coup, pas de vainqueur. Ça correspondait aux prédictions des experts ? Selon les experts, c'était juste, car la boîte ne s'est pas ouverte. Elle devait s'ouvrir, mais aucune des deux ne s'est ouverte. Du coup, c'est un match nul. Ces pronostics animaliers, ce n'est pas une nouveauté. Le premier oracle du mondial, c'était lui, Paul Le Poulpe. Ce céphalopode d'un aquarium allemand avait pronostiqué correctement 8 matchs de la Coupe du Monde 2010, dont le vainqueur final, l'Espagne. En tout cas, que les supporters mexicains se rassurent, les pensionnaires du zoo ont vu la sélection mexicaine l'emporter dans au moins 2 de ces 3 matchs de poule.